Après avoir entendu ce long exposé du livre blanc, évidemment long parce qu'il regroupait tous les secteurs de la culture, nous allons entrer dans ce débat qui va interroger les ambitions culturelles des futurs candidats au régional de la future grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La majorité des candidats invités ont répondu présent, ou leurs représentants, je vous présenterai tout à l'heure. Le Front National n'a pas été invité pour des raisons de fossé idéologique qu'on peut évidemment comprendre, même si, au fond, le spectre de son élection plane très lourdement quand même sur les débats. Voilà, comme ça c'est clair. C'est plus qu'un risque dont parlait Manuel Valls vendredi et qu'on peut évidemment ne pas ignorer. On l'a vu, on a un contexte national pour la culture qui n'est pas follement favorable, un contexte local, au fond assez symptomatique aussi et qui fait le lit sans doute d'un certain nombre de crispations et de leur avatar, le Front National. Et en discutant la semaine dernière avec Marie-Christine Blandin, elle me confiait qu'un sondage disait que la moitié des ouvriers et des jeunes entre 18 et 25 ans étaient prêts à voter Front National, ce qui peut interroger évidemment, et si j'insiste dessus, je ne sais pas d'où vient la contestation. En tous les cas, voilà, j'espère que ce sondage est faux. J'adorais ça. En tous les cas, si je précise un peu tout ça, c'est parce que peut-être que la culture, dans ce contexte-là, je ne vous vois pas du tout, donc je suis dans une espèce de... Voilà, désolée. Peut-être que la culture, dans ce contexte-là, elle prend une dimension, une interrogation accrue. Et en tous les cas, c'est ce qu'on va essayer de voir du côté de nos candidats à qui on a demandé de partager ce soir leurs convictions, leurs ambitions, leurs engagements, leurs programmes, avec des acteurs culturels, comme vous pouvez le constater, très nombreux ce soir, prêts à s'engager à vos côtés pour construire une nouvelle politique culturelle, et vous l'avez entendu, qu'ils espèrent ambitieuse pour cette nouvelle région. Je vous présente, alors dans l'ordre, je pense que j'ai monsieur Jacques Vernier. Jacques Vernier qui est conseiller régional Nord-Pas-de-Calais, ancien maire de Douai, et qui représente Xavier Bertrand qui sera tête de liste pour le parti Les Républicains. À ses côtés, Pierre de Saint-Ignon, qui est premier vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais, en charge actuellement du développement économique, et tête de liste PS au régional de décembre. À côté de lui, Sandrine Rousseau, vice-présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, chargée, elle, de l'enseignement supérieur, et tête de liste du Rassemblement Europe Écologie Les Verts, parti de gauche et nouvelle gauche socialiste. Et enfin, à mes côtés, Fabien Roussel, secrétaire fédéral du PC pour le Nord et tête de liste du PC Front de Gauche pour les prochaines régionales. Alors je vais me faire évidemment le relais d'un certain nombre de questions qui sont posées par le collectif. Avant cela, peut-être une question générale, et très rapidement, parce que sinon la question va rester sensible, en tout cas pour moi. Quand vous voyez les scores que fait le Front National, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un peu important de vous entendre, peut-être même rapidement sur le sujet. Au fond, est-ce que ça vous inspire un échec de politique passée? Est-ce que ça vous inspire des crispations qui seraient des crispations d'époque plus générales? Bref, est-ce qu'il faut avoir peur du Front National? La citation précise, je crois, c'est « La peur n'évite pas le danger, le courage non plus, mais la peur rend faible, et le courage rend fort. » Et donc, il faut y aller. Et le problème, ce n'est pas le Front National. Le problème, c'est le taux d'illettrisme à 12%, c'est le chômage à 15%, c'est les hôpitaux endettés, c'est le droit au logement qui n'est pas respecté. Et donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et en priorité, ce n'est pas en cassant le thermomètre. Sandrine Rousseau?
Le Front National, c'est un symptôme que notre société ne va pas très bien, et c'est un symptôme aussi du coup qu'il faut tenter des politiques qui sont différentes, qui sont plus ambitieuses, qui portent sur des choses que l'on n'a pas encore essayées. C'est retrouver aussi un esprit d'ouverture, de coopération, et c'est là-dessus, et c'est sur des politiques ambitieuses qu'on battra le Front National, et plus on a peur, plus il se renforcera, parce que c'est une forme de bête immonde qui grossit au fur et à mesure que les gens ont peur en face de lui. Et donc, le courage politique, c'est précisément de l'affronter sur le fond, sur le projet, sur les propositions dont on va discuter aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on le combattra. Et qu'on le battra. Voilà, au moment où Mme Le Pen fait retirer à Villers-Cotterêts un livre d'une exposition en interdisant la séance officielle, à ce moment précis, on mesure le fossé qui existe entre elle et nous. Ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Aucune peur de Mme Le Pen, pour peu que nous construisions une vraie réponse régionale pour l'ensemble des habitants, qui soit utile aux habitants de notre région. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous devons être, nous à gauche, les plus unis possibles pour aborder cette période. Voilà. Et donc, c'est ce combat inlassable que je ferai que je mènerai avec chacun dans le respect des amis qui sont ici à ma gauche. Je respecte M. Vernier, dans les amis qui sont ici à ma gauche et qui ont un point de vue qui, pour le moment, est différent. Je dis simplement à Europe Écologie Les Verts, nous avons animé ces deux régions de manière exemplaire au cours de toutes ces années, avec des convergences infiniment supérieures aux divergences. Et je pense que le moment sur le fond, bien sûr pas dans la peur, sur le fond, est au rassemblement. Monsieur Vernier, pour le parti Les Républicains, je suis obligé de mettre le parti parce que... Oui, donc sur le sujet du Front National, je vais vous dire, quelque part, j'ai presque regretté qu'il soit absent. Parce que, quand on lit les déclarations de M. de Saint-Just, ça ne s'invente pas d'ailleurs, qui est candidat, donc tête de liste en Île-de-France, qui explique par oral et par écrit qu'il va faire une économie de 30%, pas 2, pas 5, pas 10, 30% sur le budget culturel de l'Île-de-France, de diminuer de moitié ce qui est consacré au cinéma et à l'audiovisuel, de moitié ce qui est consacré aux équipements culturels, de moitié ce qui concerne les arts et scènes de rue, en disant que ces économies serviront, je dis exprès sa formule, à financer une baisse des impôts, eh bien, quelque part, moi j'aurais bien aimé qu'il soit là, face à nous tous, à vous toutes et à vous tous, pour nous dire, franchement et en direct, ce qu'ils osent écrire. Voilà, c'est dit. Bon, en tous les cas, ils ne sont pas là. On va venir peut-être maintenant plus directement dans cette question qui nous préoccupe, qui est la question de la future politique culturelle de cette grande région. Qui dit engagement, programme, dit évidemment analyse de l'existant. Vous l'avez vu au cours des années de vos mandats, mais vous l'avez aussi réentendu aujourd'hui. On a vu en Nord-Pas-de-Calais une politique plutôt liée, question d'histoire, de géographie aussi, plutôt liée à des équipements ou à des événements. En Picardie, qui est une région moins dense, peut-être plus rurale, une politique plutôt axée sur les projets culturels. On a l'impression que ces deux politiques sont complémentaires, peut-être. Peut-être pas, parce qu'une nouvelle région, ce n'est pas forcément un empilement de deux anciennes régions. Mais comment est-ce que vous analysez ce qui a été fait jusqu'à présent? Je crois que c'est une question qui préoccupe beaucoup le collectif. Sandrine, peut-être. Merci. Alors, les politiques qui ont été menées en Picardie et en Nord-Pas-de-Calais sont peut-être complémentaires, elles sont en tous les cas différentes. Et je pense que la question qui est posée, c'est pourquoi soutenir la culture dans un conseil régional et pourquoi soutenir la culture dans une région? Et profondément, je pense et nous pensons que la culture est un facteur d'émancipation des individus, ça a été dit et c'est écrit dans votre livre blanc et c'est profondément vrai. C'est un facteur aussi qui permet non pas uniquement de vivre ensemble côte à côte, mais vraiment de faire ensemble et du coup de faire société. Et c'est un secteur qui permet de donner aussi
aussi un rôle, une place et de la dignité à des personnes qui, souvent, dans certains territoires, en tous les cas, en manquent. Et donc la culture, c'est profondément une force vitale pour un territoire. Plus qu'une attractivité ou plus qu'un fanion, c'est vraiment une force vitale dans un territoire. Et donc la question qui va être posée à cette grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est comment on répond à ce besoin de culture, à cette absolue nécessité de culture dans l'ensemble des territoires. Et quand on parle du Front National, on peut se dire que profondément, si on veut que le Front National régresse dans 6 ans, il faut que l'on ait une politique ambitieuse en matière de culture, et pas uniquement en matière d'événements, mais en matière de soutien aux associations, de soutien à la création, de soutien aux artistes et de soutien aux structures dans l'ensemble des territoires, des plus petits aux plus grands, des métropoles aux territoires ruraux, pour qu'enfin on ait quelque chose qui permette aux personnes de se trouver une identité qui ne soit pas uniquement nationale et contre les autres, mais une identité de territoire. On entend déjà des éléments de programme, mais avant cela, est-ce que les politiques qui ont été menées séparément sur ces 2 territoires, pour vous, étaient des bonnes politiques culturelles ? Je pense qu'il y a des choses à améliorer des 2 côtés. Et précisément, la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, elle doit être plus que la somme des 2. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'on a trop soutenu une forme de culture liée à l'événementiel, aux très grosses structures et une trop forte métropolisation, je le dis. Je pense qu'il faut continuer un soutien aux structures de la métropole lilloise, évidemment, je sais qu'il y en a dans la salle, mais on a un devoir de mailler davantage. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, on a aussi un devoir de soutenir davantage la création et les artistes. Et ça, je pense qu'en Nord-Pas-de-Calais, on a des progrès à faire là-dessus, et donc cette fusion des régions, c'est aussi un moment où on peut s'interroger là-dessus. En Picardie, je pense qu'il y a quelque chose à travailler du côté de la coopération, du soutien pluriannuel aux structures, de faire en sorte qu'il y ait un renforcement de ces structures sur le long terme, qu'on soit pas, et ça c'est valable pour Nord-Pas-de-Calais comme pour Picardie, qu'on arrête cette logique permanente d'appel d'offres et en plus de plusieurs appels d'offres différents de différentes institutions, et qu'on soit aussi dans une affirmation de notre volonté à soutenir la culture, parce que chaque année, ce qui se passe, c'est qu'au moment des débats budgétaires, quand on voit que la dotation aux régions diminue, quand on voit que l'État que le gouvernement nous diminue nos moyens et fait de l'austérité, eh ben, évidemment, le premier truc vers lequel certains se tournent, c'est la culture. Et c'est précisément parce qu'on affirmera que la culture est un secteur absolument indispensable qu'on ne sera pas dans cette espèce de danger permanent, dans cette espèce d'épée de Damoclès qui, il me semble, est absolument nécessaire de lever si on veut que notre société progresse. Pierre de Saint-Ignon, vous partagez ce point de vue ? Voilà, vous verrez qu'on est d'accord sur un certain nombre de choses. Non mais Pierre, on ne va pas faire l'union ce soir. Hein, donc non, mais je peux dire aussi ce que je pense. Dire la chose suivante. Il suffit, pour comprendre pourquoi le monde culturel est inquiet, il suffit de regarder. J'ai cité Villers-Cotterêts, mais il suffit de citer les départements qui sont passés à droite. Je n'offense personne, mais il suffit de regarder ce que sont les premiers choix du département du Nord. C'est contre la prévention, c'est contre la culture. Alors la question qui nous est posée, et qui est posée aux 2 conseils régionaux qui deviendront un, c'est de savoir quelle politique culturelle nous voulons mettre en place. Moi, je le dis très clairement, je me retrouve dans un point, et dans beaucoup d'ailleurs, mais dans le livre blanc, c'est le mot co-construction. Puisque d'ailleurs, toute ma vie, je me suis inscrit dans cette dynamique. D'ailleurs, y compris aujourd'hui dans la manière de rassembler la gauche, la co-construction. Et donc c'est l'occasion pour nous de dire ce que nous voulons faire de notre région. Bien sûr, les 2 régions sont différentes, mais vous l'avez dit, pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure par ceux qui ont rapporté les différents ateliers, elles sont complémentaires. On a des approches plus infrastructurelles dans le Nord, on a des approches plus thématiques en Picardie, et on a la volonté de se retrouver. Moi, j'aurai l'occasion tout à l'heure, je l'espère en tous les cas, de dire ce que nous voulons faire. Mais je vous le dis très clairement, je souhaite qu'on crée le Conseil régional de la vie culturelle. Je souhaite que les 6 premiers mois du mandat soient consacrés dans des états généraux publics à co-construire la politique culturelle de cette grande nouvelle région. Et je souhaite que nous allions ainsi vers les contrats pluriannuels que le monde culturel attend.
Et là-dessus, on aura l'occasion, les uns et les autres, de nous exprimer sur nos projets. C'est la moitié de la réponse sur un moratoire, par ailleurs souhaité par les acteurs culturels. Fabien Roussel, qu'on poursuive ce tour de table sur ce qui s'est déjà passé dans ces deux régions. Qu'est-ce que vous retenez et pour évidemment, éventuellement, le remettre au pot ou le remanier ou le supprimer par la suite. Ouais, ce qui a été fait dans les deux régions, d'abord, est lié à des territoires différents, une densité de population différente. On présente le Nord-Pas-de-Calais comme une région plutôt urbaine, la Picardie plutôt rurale. Mais il y a aussi dans la région Nord-Pas-de-Calais des territoires très ruraux. Le département du Pas-de-Calais, c'est un département de 900 communes et il y en a 800 de moins de 1000 habitants. Il faut le rappeler. Et en même temps, j'ai trouvé très belle l'expression qui a été utilisée à la fin, une fertilisation croisée des deux régions, parce que je pense qu'effectivement, il faut pouvoir additionner ce qui a été fait donc dans les deux régions. Mais ce qui s'est passé ces dernières années a été surtout lié aux baisses de dotations qui ont été imputées aux collectivités. Les deux régions en ont souffert, nos communes, nos villes, nos villages en ont souffert, les départements aussi, tous ceux qui participent aux politiques culturelles en ont souffert. On dit souvent que dans les sommes publiques investies dans la culture, il y en a 30% de l'État et 70% des collectivités différentes. Et aujourd'hui, ce sont ces collectivités qui sont mises sous le coup des politiques d'austérité que nous impose l'Europe et la Commission européenne. Et donc, ça, c'est contre cette logique-là qu'il faut aujourd'hui se battre. On doit se battre contre une logique de tout marchandise, puisque la culture, avec les logiques européennes, devient de plus en plus une marchandise, et aussi se battre contre la logique de la baisse de la dépense publique, parce qu'une politique culturelle est aussi très fortement liée à la dépense, à l'investissement public. Et donc, il y a aujourd'hui une bagarre à mener pour notre future grande région, c'est celle de rétablir les dotations aux collectivités, de redonner des moyens à nos communes, nos villages, nos départements, nos régions, de pouvoir répondre et mettre en place une véritable politique culturelle. Et effectivement, moi, la co-construction, ça me parle bien. Ouais, j'adhère, forcément, j'adhère. Jacques Vanier pour Xavier Bertrand, pour tenter quand même je vois que vous mourrez tous de dire quels sont vos programmes, mais pour tenter quand même de dire comment vous regardez ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ces deux régions. Qu'est-ce que vous pourriez dire au nom de Xavier Bertrand ? Oui, mais je ne veux pas non plus répéter ce qui est à la fois dit dans le livre blanc et ce qui vient d'être dit par mes collègues, c'est-à-dire que des équipements, plus d'équipements, plus d'infrastructures peut-être dans la région Nord-Pas-de-Calais, plus de gros équipements, et peut-être plus de diffusion dans la région Picardie. Je crois qu'il ne faut pas, c'est vrai, et il ne faut pas trop répéter cela. Je voulais dire que, d'abord, excusez Xavier Bertrand, et je voulais dire que si je parle ce soir en son nom, c'est parce que, heureuse coïncidence de date, en fait, notre équipe a tenu sur cette question de la culture un atelier thématique il y a 2 jours. C'était samedi matin, ici même à Amiens. C'est tout frais. Hein ? C'est tout frais. C'est tout frais. Et donc, je peux parler d'une manière collective et pas seulement de manière personnelle. Et je voulais d'ailleurs l'excuser parce que précisément un autre atelier thématique, il y en a 6, celui sur le développement économique, a lieu à Valenciennes ce soir. Et voilà la raison de son absence. Alors, je voulais quand même dire 2 ou 3 mots. Parce que dans le livre blanc que nous avons lu attentivement, bon, il y a quelques inquiétudes que je comprends, puisqu'on a parlé de départements de droite, d'une grande mairie de droite qui avait coupé dans la subvention. Donc il faut que notre équipe réponde à cette inquiétude. Et elle va répondre. Et je vais répondre au nom de Xavier Bertrand, pas en mon nom personnel. Xavier Bertrand m'a confié le soin de venir ici pour dire qu'il n'entendait pas raboter les crédits de la culture. Loin de là. Qu'il considère
qu'il considère que la culture est une ardente obligation pour notre région et que l'effort culturel, s'il vous plaît, de la grande région doit être maintenu. Deuxièmement, sur le fameux moratoire, dire que l'effort global doit être maintenu ne veut évidemment pas dire qu'il ne peut pas y avoir des variations ici ou des variations là. C'est le propre de l'acteur politique de éventuellement parfois redéployer certaines choses. Deuxièmement, sur le moratoire. Sur le moratoire, il est clair, et je le dis avec d'autant plus de force que Pierre de Saint-Aignan et Sandrine Rousseau peuvent le dire, j'ai toujours eu l'obsession au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais de ne jamais menacer ou compromettre la saison d'une association, l'année d'une association, sans qu'il y ait, avant éventuellement un infléchissement pour telle association ou telle structure, un dialogue avec elle, et que ça ne pouvait pas intervenir brutalement en cours d'année. Par conséquent, le moratoire sera également une ardente obligation. Voilà. Le moratoire qui a aussi pour objet, si j'en crois ce qu'en disent les acteurs culturels, de permettre de co-construire, pas uniquement... De dialoguer. On est d'accord. Et vous êtes d'accord avec cette proposition? Nous sommes complètement d'accord avec cette proposition. On reviendra sur la question des moyens tout à l'heure, parce qu'elle est importante, évidemment. Vous mourriez d'envie de parler de vos engagements, de vos programmes. Pierre de Saint-Aignan, allez-y. Voilà, juste quelques mots, parce que je crois qu'il faut pouvoir être en quelques minutes complet. D'abord, et vous l'avez dit, n'ayant pas comme délégation la culture, je l'ai beaucoup écouté, je l'ai beaucoup pratiqué, mais je n'en suis pas le spécialiste. Mais j'ai beaucoup travaillé au cours de cette année à la rencontre des centres dramatiques nationaux, des responsables des scènes nationales, des Zéniths, des SMAC, mais aussi des scènes conventionnées, des théâtres municipaux. Beaucoup d'artistes qui se sont exprimés, beaucoup de rencontres bilatérales, dites ou non dites, et puis des interpellations dont je me souviens encore à Avignon. Il y a longtemps que je n'étais pas allé à Avignon, mais j'y étais pour justement rencontrer les acteurs culturels de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, où là j'ai été reçu comme étant celui qui rassemblait les désengagements de l'État, les désengagements du département du Nord, et puis une sorte de formidable inquiétude. Très bien. Et ça nous a permis, et ça m'a permis, de définir une feuille de route, de dialoguer et de travailler. Et là, je formule 10 propositions. 10 propositions que je mets au débat dans le contexte que nous avons, que j'ai exprimé tout à l'heure. Je souhaite que nous puissions créer un label des scènes régionales pour faire naître un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuels négociés avec l'ensemble de la profession dans le cadre des États généraux des 6 premiers mois de l'année 2016, soyons concrets, pour qu'en septembre, nous puissions adapter une feuille de route, un cahier des charges et un contrat. Ça me paraît très important pour que les acteurs culturels puissent se fixer dans une perspective, puissent se projeter dans leurs investissements et créer une véritable construction de leurs projets. Deuxièmement, la création d'un pôle régional de formation des métiers du spectacle, et notamment ceux de la production et de la diffusion, car beaucoup de projets souffrent de difficultés d'accompagnement. Il est donc, je le lis pour que les choses soient claires, quelqu'un a dit les mots sont importants et chaque mot est important. Il est facile de faire naître un projet, il est plus difficile de le faire vivre. Il nous faut former ou accompagner la formation des directeurs de production, des chargés de diffusion, des porteurs de projets pour accompagner, encadrer et porter loin les initiatives qui naissent dans notre région. Troisième proposition, l'intégration dans le champ de l'économie sociale et solidaire de l'ensemble de la culture pour 2 raisons. La première, c'est de porter la culture au plus près des personnes, celles dont on dit qu'elles en sont privées, plus exactement les publics qui en sont éloignés, non, qu'on a éloignés, qui sont empêchés, non, qu'on a empêchés. Et donc la question est de savoir comment ils redeviennent auteurs ou acteurs de leur propre réflexion sur ces questions. Et le vecteur, c'est l'emploi. Et c'est l'emploi qui sera sollicité notamment dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Quatrième proposition, je m'en excuse, c'est de concentrer les aides de notre région sur les activités culturelles qui ont un besoin réel. Donc je le dis de façon claire, 1, c'est un principe de transparence, et 2, exit les experts. Cinquièmement, la formation des festivals, la valorisation des festivals et des projets innovants pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux œuvres. Sixièmement, le rapprochement entre la culture et le tourisme, car c'est la valorisation du territoire. Septièmement, un dispositif jeune créateur, jeune création,
dans tous les domaines. Vous savez qu'ils existent dans le champ du théâtre, ils existent dans les musiques urbaines, ils n'existent pas sur l'ensemble des champs, ça me paraît déterminant. Huitièmement, et j'ai fini, une conférence annuelle des lieux de diffusion et de création. Neuvièmement, la volonté de faire de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie la terre du cinéma en instituant un bureau de tournage régional appuyé sur un fichier des compétences des artistes et des techniciens de la région. Et enfin, dixièmement, la volonté de faire de la région celle des grands événements du nord de l'Europe par ses festivals, par ses projets, par sa mémoire et par les particularités culturelles. Si j'ai lu cela, et je m'en excuse auprès de notre chère admiratrice, pardon. Pas encore. Vous vous engagez un peu vite, là. Pas encore. Si j'ai lu ces 10 propositions, c'est parce que je voulais qu'elles soient dites à un moment donné, et c'est sur celles-là que je souhaite prendre un engagement, c'est celles-là sur lesquelles je souhaite construire, et c'est celles-là que je souhaite mettre au débat des 6 premiers mois de l'année. Naturellement, ce ne sont que mes propositions, ce n'est pas le tout des propositions, mais je vous attends pour construire l'autre partie de vos propres propositions. Quand vous dites j'ai été alerté, quand vous dites exit les experts, qui va légitimer, valider les propositions qui seront retenues dans vos priorités? J'ai dit au point de départ que je souhaitais que nous aboutissions à la création d'un conseil régional de la vie culturelle. Former des élus, former des acteurs de la vie culturelle et qui définiront en eux-mêmes les mécanismes qui permettent de mener les différentes études. On meurt dans ce pays, mais en particulier à la culture, de tous ceux qui sont les sachants. Je ne l'ai pas été pendant longtemps, je le suis un tout petit peu plus, mais pas davantage, qui savent nous orienter sur un champ, mais qui sont plus au service d'une expertise propre qu'au service de l'intérêt général. Je suis partisan d'une grande clarté là-dessus. Moi, on ne se connaît pas bien pour ceux qui sont les Picards, pour ceux qui sont du Nord-Pas-de-Calais, ils savent que je ne fais aucune réunion qui ne soit sur Internet. Je crois à la parole publique, je crois à l'engagement de ce qu'on dit, je crois à la co-élaboration, à la co-animation et à la co-évaluation de ce que nous faisons. C'est ma méthode depuis toujours, et on le sait au Conseil régional, c'est celle que je souhaite appliquer, si vous en êtes d'accord, avec l'ensemble du champ culturel. Cette méthode, fut-elle co-constructrice, elle évidemment elle engage des moyens. On sait que les conseils régionaux ont une assez grande marge de manœuvre, qui ne sont pas soumis comme les communes, par exemple, à l'emploi. Donc ils ont une assez grande marge pour travailler. Mais il se trouve aussi qu'ils dépendent, comme les autres collectivités, beaucoup des dotations globales de fonctionnement de l'État, à hauteur d'à peu près 40% pour les régions. Ces dotations sont en baisse. Est-ce que vous pouvez vous engager à maintenir au moins des budgets, là, dès maintenant, ou est-ce que c'est irréaliste ? Alors, que les choses soient claires, moi je publierai la maquette du budget avant le premier tour. Parce que je pense que dans une élection, il faut être clair sur ce qu'on dit et sur ce qu'on fait. 55 millions pour la culture, 42 dans le Nord-Pas-de-Calais actuellement et 13 en Picardie. C'est une base en dessous de laquelle, quoi qu'il arrive, nous ne descendrons pas. Mais je ne peux pas dire le tout et son contraire. Je nous engage dans un débat au cours des 6 premiers mois qui va nous permettre de co-construire la politique régionale. Donc je pense qu'on ira au-delà. On ira au-delà, d'autant plus qu'on a parlé de fertilisation croisée. Bien sûr que la culture est croisée avec l'emploi. Bien sûr que la culture est croisée avec les territoires. Bien sûr que la culture est croisée avec la branche professionnelle, comme on dit de manière technocratique, de la culture, des gens du spectacle et de tous ceux qui sont inscrits dans ce champ culturel. Donc, naturellement, laissons-nous la liberté de construire ensemble. Pourquoi les 6 premiers mois de l'année ? Parce que je suis trop expérimenté pour ne pas savoir qu'une fois qu'on a défini un budget, alors on a ossifié le budget pour les 6 années, voire pour les 12 années qui suivent. Nous sommes là dans une perspective de nous marier, les 2 régions vont se construire, c'est un nouveau périmètre, eh bien profitons de ce nouveau périmètre pour être courageux. Donc vous dites, à minima, l'addition des 2 budgets existants pour l'instant. 55 millions, c'est la situation actuelle de la somme des 2 conseils régionaux, 42-13. Monsieur Vernier, vous disiez, il n'est pas question de raboter dans les budgets de la culture, donc ça vous fait un point commun. Mais vous, c'est pour quel programme ne pas raboter ce budget ? Écoutez, je n'ai pas 10 propositions, j'ai compté, j'en avais 6. Mais, c'est un mauvais point. Mais je crois que... Attendez, ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'on est quelques mois après seulement, 2 mois après, le vote de la loi NOTRe, qui est l'organisation territoriale de la République, et qui répartit les compétences de l'État et des collectivités territoriales. Et que c'est un facteur très important.
dans la loi NOTRe, c'est la loi du 7 août 2015, il y a l'article 103 et l'article 104 sur la culture. Au passage, on ne l'a pas assez dit, l'article 103 consacre la notion de droit culturel telle qu'elle figurait dans la Convention de l'UNESCO de 2005, et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un changement, évidemment. C'est un changement, et d'ailleurs, il y a eu une bataille entre les deux assemblées parlementaires sur l'inclusion ou non de ces droits culturels dans la loi. Alors, ce que je voulais dire surtout sur la loi NOTRe, c'est que l'article suivant, il dit textuellement, que les responsabilités vont être partagées entre les collectivités territoriales. Et que là, donc, il y a une interrogation, c'est-à-dire que dans cette grande nébuleuse qui comporte les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, comment va se partager la responsabilité de l'action culturelle? Alors, d'abord, la première réponse à ça, c'est de dire, ah ben il y a par exemple pour les établissements de spectacles vivants, ou pour les établissements d'enseignement artistique, voire pour les festivals. Première réponse, on dit, ah mais la région, il est légitime qu'elle intervienne, elle, dans ce qui a un rayonnement régional. Bon. Mais, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui définit que telle structure ou tel festival a ou non un rayonnement régional? Alors parfois c'est facile, parce que l'État se charge d'attribuer le label. Les conservatoires à rayonnement régional, les centres chorégraphiques nationaux, les pôles du cirque nationaux, les centres dramatiques nationaux, etc. J'en passe et des meilleurs. À ce moment-là, on sait où est le curseur, l'État a dit « ça, c'est un grand rayonnement ». Donc la région s'en occupe, c'est normal. C'est un peu plus difficile quand personne n'a attribué le label. Qu'est-ce qui est régional, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et c'est encore plus difficile quand, au lieu de choses ponctuelles, incarnées dans un territoire, comme une structure de spectacle vivant, comme un établissement d'enseignement artistique, comme un festival, quand on a des politiques plus diffuses de la culture. On a parlé tout à l'heure de celle en faveur de la lecture et du livre. On a parlé tout à l'heure de celle en faveur du cinéma et de l'audiovisuel. Finalement, au fond, la pérennité ou la disparition d'un cinéma dans une ville, c'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question, est-ce que c'est la commune qui doit d'abord venir au secours de son cinéma, ou est-ce que c'est le département, ou est-ce que c'est la région? Et donc, j'en viens à une réponse à une autre interrogation qui est dans le livre blanc, c'est qu'il faudra que ces trois collectivités territoriales se réunissent quelque part. C'est une proposition qui est proche de celle de Saint-Aignan, mais pas tout à fait la même, et qui, elle, est dans le livre blanc, et que nous approuvons. Il faudra que quelque part, les trois collectivités territoriales, et l'État d'ailleurs, se répartissent bien la tâche. Puisque ça n'a pas été fait dans la loi, puisqu'on n'a pas attribué la culture à telle collectivité ou le sport à telle collectivité. Dans la loi, il était envisagé, à un moment de la navette parlementaire, qu'il y ait une conférence territoriale de l'action publique sur le domaine de la culture, justement pour que les trois partenaires définissent entre eux qui fait quoi. Ça a été, éliminé, in fine, in extremis, vous le savez, il n'y aura pas de conférence territoriale de l'action publique sur la culture, il n'y aura pas de conférence obligatoire. Obligatoire, parce que vous pouvez la décider. Mais la loi sur la modernisation de l'action publique, la loi de 2004, permet de créer une conférence facultative. Et donc, nous nous engageons à demander au préfet, puisque l'État y sera, au préfet, une conférence territoriale de l'action publique sur la culture pour bien clarifier, et en tout cas discuter ensemble de qui fait quoi. Je voudrais juste une précision. Là, ce que vous êtes en train de dire sur la répartition des compétences entre les collectivités, évidemment, la loi n'en a pas parlé, puisque c'est la compétence générale qui a toujours prévalu, et que ce principe de financement croisé dans la majeure partie des équipements a au fond toujours assez bien fonctionné dans le milieu culturel. Vous entendez le remettre en cause ? Pour saucissonner les budgets, je ne sais pas. Question naïve. Il peut y avoir des décroisements, par exemple. Il y a plusieurs années, dans le financement du musée de la mine, qui est près de Douai, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y avait un financement croisé. Et à un moment donné, il y a quelques années,
le département et la région ont décroisé. La région a dit, moi je prends intégralement le musée de la mine, et le département a dit, je prends intégralement une autre structure culturelle. C'est des choses qui peuvent s'imaginer. Donc vous êtes prêt à envisager de façon plus globale? D'accord, ok. On verra tout à l'heure comment vous réagissez, parce qu'évidemment, il y a un temps de réaction qui est prévu. Fabien Roussel, pour le Parti communiste, allez-y. Eh bien, je partage tout à fait ce qu'a dit Jacques Vernier sur la loi NOTRe et sur les menaces qui pèsent sur les compétences des différentes collectivités. Je pense que c'est le nœud du problème, parce qu'on peut dire qu'on va mettre le budget de la culture à 55, 50, 60 millions, mais demain, les départements sont appelés à disparaître. Hein, ça a été programmé, ça a été envisagé, et c'est toujours dans l'air du temps. Et l'Europe estime que notre pays, avec ses 36 000 communes, sur 72 000 en Europe, 36 000 en France, notre pays est une anomalie. Et il faut supprimer l'échelon communal. En tout cas, le diminuer fortement. Et ce gouvernement, d'ailleurs, promet aux villes qui fusionneraient de conserver leur dotation pour éliminer petit à petit les communes et en diminuer le nombre. Alors on peut maintenir un budget ambitieux à la région, mais si demain il n'y a plus de départements et qu'il y a un tiers de moins de communes, c'est parmi les premiers impactés, il y a la politique culturelle, les associations, la programmation. Je suis moi-même élu à la culture à Saint-Amand-les-Eaux dans le Valenciennois. La métropolisation, je connais, j'en souffre aussi. Et président d'un festival de l'accordéon à Lille, à Oisem, sans dire le nom. Mais et donc je sais ce que ça veut dire, parce que déjà là, à l'échelle actuelle, on nous a supprimé une part de nos subventions. Donc je sais ce que c'est que devoir continuer à faire aussi bien, c'est ce que nous demande la collectivité, mais avec moins d'argent. Mais demain, quand il n'y aura plus, ou la commune, ou alors qu'entre la commune et l'agglo, on décide que c'est l'agglo qui prend le chef de file, ou alors c'est la commune et l'agglo ne donne plus, quand on ne pourra plus additionner des subventions, au final, la logique que je disais tout à l'heure, la logique de baisser la dépense publique, au final, cette logique-là, elle se met en route. La logique, c'est que des collectivités ne vont plus participer à la politique culturelle. C'est ça qui est en marche. Et c'est contre ça, d'abord, que l'on doit se battre. Je vous raconte une anecdote au Festival d'Avignon. Je rencontre un directeur d'un théâtre du Nord qui subit des baisses de dotation de la part du Conseil général du Nord, nouvellement élu. Donc je lui demande comment ça se passe. Alors forcément, il me dit, le président du Conseil général nous a reçus et il nous dit qu'on doit rouspéter contre le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui baisse les dotations au département. Donc c'est de la faute au gouvernement. Et il poursuit. Et justement, je viens de rencontrer Patrick Caner au Festival d'Avignon, et lui me dit qu'il faut qu'on tape plus fort sur les départements du Nord, parce que c'est pas juste que la droite, elle diminue les subventions aux associations. Ça va devenir schizophrène pour vous. Ça veut dire que demain, vous êtes pris en otage entre différentes collectivités, à savoir, un tel me baisse la subvention, donc va voir l'autre, et ça va être la course à l'échalote. Donc je pense qu'il faut mettre la culture au centre d'un projet de société. La culture au centre d'un projet de société. Et en France, ça va mal. Ça va mal dans le monde, mais on est en France. Et ça va mal en France, ça va mal en Europe. Il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, et on a été des millions dans la rue. Il a fallu ce gamin sur une plage de la Méditerranée pour qu'il y ait un sursaut, et encore. Alors que quelques semaines avant, on disait en France, on a fait assez. Et donc, on a besoin de culture. L'humanité va mal. Et la culture, c'est ça. C'est apprendre l'autre, c'est apprendre soi-même, c'est penser le monde, c'est vivre ensemble, et c'est de tout cela dont on souffre aujourd'hui. Et donc une véritable politique culturelle dans notre pays, ça a toujours reposé sur des politiques publiques, et ça veut dire de l'investissement public, ça veut dire plus d'argent de la part de l'État et des collectivités. Et la compétence culturelle, elle doit rester à chaque échelon de nos collectivités, du village jusqu'à la région. Donc, un dernier petit mot qui me tient à cœur et que je mettrai en avant dans le programme que nous défendrons à cette élection, c'est les enfants, les gamins. Parce que les baisses de dotation, aujourd'hui, se traduisent par diminution des programmations dans les villes, etc. 150 festivals supprimés en France, mais des écoles de musique, des écoles d'art, des écoles de danse sont carrément menacées
elles aussi. Et donc ce sont nos gamins qui vont avoir moins accès à l'apprentissage de la musique, du dessin, de la danse. Et ça aussi, c'est dramatique. Et c'est ce combat-là que l'on doit mener, c'est de permettre dans nos territoires ruraux, beaucoup en Picardie, mais aussi en Nord-Pas-de-Calais, de permettre à nos villages et à nos communes de pouvoir faire vivre des écoles d'art, de musique et de danse à la hauteur. Quelle articulation vous prônez pour qu'on comprenne bien entre tous ces échelons? En fait, vous déplorez qu'on n'ait pas exigé que cette compétence générale soit obligatoire, si je vous suis bien, pour toutes les collectivités. Mais là, en l'occurrence, très concrètement, quelle articulation vous prônez? Puisque vous dites tout le monde devrait, mais vous ne pouvez pas imposer au département. Donc vous, candidat au régional, qu'est-ce que vous pouvez Comment ça, je peux proposer? pas imposer? Comment ça, on ne peut pas imposer? Une région, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, de 6 millions d'habitants, Ouais. unie, déterminée, elle ne peut pas dire ce qu'elle veut? Moi, je D'accord, propose donc vous de allez les convaincre. subvertir, les institutions. Je propose de sortir du cadre des compétences d'une région. Et je propose de dire ce que l'on veut. Et vous, ce que vous avez fait, les acteurs culturels, dans ce livre blanc, c'est merveilleux, c'est votre force. Eh bien, c'est ça que vous devez faire gagner dans cette élection. Et on peut faire gagner ce que l'on veut. Quand une force prend une dimension de ce niveau, ben, vous pouvez la faire gagner et la faire gagner dans les urnes. Donc le pouvoir, il est chez vous. Ok. C'est du discours. Oui, Sandrine Rousseau. Alors sur les propositions, plusieurs propositions, mais en fait on est en train de co-construire le programme, et d'ailleurs je vous invite, puisque le 14 octobre, on a une réunion à Amiens ici sur ces sujets-là, pour co-construire justement avec les acteurs le programme. Mais vous dire d'entrée les objectifs que l'on se fixe. La première chose, c'est une réorientation de certains crédits et un audit de certains crédits. Je vous prends un exemple. En région Nord-Pas-de-Calais, alors c'est pas la région, c'est la communauté d'agglo, mais en région Nord-Pas-de-Calais, on a Amazon. Il se trouve qu'il y a une subvention publique à la création d'emplois à Amazon qui est de l'ordre, enfin qui est pas de l'ordre, qui est de 5 000 € par emploi créé jusqu'à 500 emplois. Si, c'est la collectivité, c'est la communauté d'agglo qui fait ça. Et là, il y a une librairie indépendante qui a essayé de s'implanter dans le centre de Douai, qui n'a pas réussi à avoir la moindre subvention parce que c'était hors compétence. Eh bien, ce type de subvention, on doit non seulement les arrêter, mais utiliser cet argent pour soutenir la culture. Et des subventions de cet ordre-là, il y en a d'autres. Vous dire aussi qu'il y a un soutien au secteur à mener, c'est ce que je vous disais en préalable. Et ce soutien, il passe clairement par un soutien pluriannuel, par un conventionnement pluriannuel, par aussi un truc qui est l'absence d'obligation de cofinancement. Moi, je vais vous dire, je suis actuellement vice-présidente à la recherche au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, et la recherche et la culture, il y a quand même des éléments communs dans la manière dont ça fonctionne, dans la liberté, etc. Et on me disait, c'est impossible de financer des projets de recherche à 100% parce que les règles des finances publiques l'interdisent. Et finalement, à force de débat avec les services juridiques, on a réussi à imposer des subventions à 100% sans cofinancement. Et précisément, on l'a fait sur les projets émergents en matière de recherche. Et je pense qu'en matière de culture, sur la question de la création et sur la question de certains projets, on ne peut pas aller chercher de cofinancement et on doit assumer le fait de financer à 100%. Vous dire aussi qu'il y a un enjeu d'équité territoriale et que cet enjeu d'équité territoriale, il faut qu'on le fixe comme objectif dès le départ. Et pour ça, il faut qu'on se fixe des quotas de budget par territoire. Parce que si on ne fait pas ça, il y a une forme de pompe aspirante par la métropole qui a une capacité d'ingénierie, une capacité de lobbying aussi qui est supérieure. Et du coup, il y a tout un tas de petits projets qui sont sur les territoires et qui disparaissent un peu spontanément. Et l'équité territoriale, ça passe par un pourcentage de budget par territoire. Ça passe aussi par le fait que ce budget soit... nous, on appelle ça participatif, c'est-à-dire que 10% du budget, et ça, c'est ce qu'on propose sur l'ensemble des budgets de la région, 10% soit entre les mains des acteurs qui en font
ce qu'ils souhaitent. Ça existe déjà dans les lycées, dans le Nord-Pas-de-Calais, ça s'appelle le budget participatif des lycées, et on donne une somme d'argent comme ça au lycée, et ce sont les élèves et l'équipe pédagogique qui ensemble choisissent le projet qu'ils financeront avec ça. Et non seulement c'est un facteur important d'implication, de citoyenneté, mais c'est aussi un facteur d'efficacité, puisque finalement ça répond à des besoins qui sont plus immédiats. Vous dire aussi qu'il y a un enjeu de co-construction au-delà du budget participatif. En matière de recherche en Nord-Pas-de-Calais, on a fait ce qu'on appelle un parlement du savoir. Alors c'est un terme un peu pompeux, mais qui consiste, parce que la recherche finalement c'est pareil, c'est financé par les conseils généraux qui sont devenus les conseils départementaux, la région, les communautés d'agglo, les communautés urbaines, les villes, etc. Et au final, tous ces gens-là ne se parlaient pas. Et on a fait ce parlement du savoir qui consistait à mettre tout le monde autour de la table et de discuter ensemble des politiques qu'on allait mener. Et tous les projets sont décidés, tous les financements de projets sont décidés par des jurys qui mêlent des personnes du secteur, des chercheurs et des élus. Et je pense que c'est quelque chose à suivre en matière de recherche. Vous dire aussi qu'il y a quelque chose à travailler du côté du continuum des financements, depuis la création jusqu'à la mise en place, jusqu'à la réalisation, et que ce continuum de financement est à penser en soi, c'est-à-dire qu'il faut que chaque étape de la création artistique, de programmes culturels puisse trouver une ligne de financement qui lui soit dédiée. Vous dire aussi qu'il y a un gros enjeu autour de l'éducation. Moi, je suis effarée du fait que dans notre pays, quand un enfant a du mal en maths et en français, eh ben, on lui dit tu vas faire plus de maths et plus de français. Et puis, quand il réussit vraiment pas à en faire plus, eh ben, on le met en apprentissage dans l'entreprise. Alors que l'éducation à la culture est un formidable vecteur de confiance en soi, d'accès à la dignité, d'une place dans les lycées, dans les collèges, et que ça, on a un très gros challenge autour de ça. Je termine pour dire qu'on a aussi quelque chose à travailler du côté de la formation professionnelle des acteurs de la culture, et en particulier dans la reconnaissance des compétences, mais aussi dans un programme de formation professionnelle et de formation tout au long de la vie. Et ça, les universités, en tous les cas, y sont prêtes, et il faut vraiment qu'on passe un braquet, qu'on passe un cap sur ce plan. Pierre de Saint-Ignan, juste une minute pour répondre, parce que la salle attend la parole. Même pas une minute, 30 secondes. Pour Amazon, si l'agglo, dont Sandrine parle à l'instant, à financer, c'est dans notre dos, et c'est une agglo de droite, c'est à mon voisin de droite de répondre. En tous les cas, elle a financé, j'ai vérifié avant de venir. En tous les cas, la région a refusé, non seulement aujourd'hui, mais pour demain, et je l'ai dit moi-même aux responsables de l'entreprise, mais plus que ça, elle a voté des subventions sous la présidence de Michael Moglia, qui est dans la salle, à la fois aux libraires, 250 000 €, et aux éditeurs, 150 000 €. Et je le dis d'une phrase, et à la librairie, je le dis d'une phrase. Simplement, c'est parce que la situation est très tendue, c'est parce que ça peut bouger qu'il faut une région puissante. Mais une région puissante, c'est une région qui négocie avec les partenaires aussi bien européens que l'État et les départements. Et c'est une raison de plus pour bouger ensemble. C'est une raison de plus pour nous mettre d'accord sur un contrat, et sur un contrat pluriannuel, et sur l'ensemble du champ. Bien sûr. Sinon, on sera avalé par cette espèce de déferlante médiocre des institutions publiques qui se désengagent au gré d'un techno qui a décidé qu'il fallait équilibrer un budget. C'est ça mon sujet. Et je crois que là-dessus, nous aurons beaucoup à faire ensemble. Voilà, donc juste avant de passer la parole à la salle, si je résume, si vous êtes élu, vous vous engagez à une politique fabriquée dans la co-construction avec les acteurs culturels. Je vous ai tous entendus sur ce terrain-là. Vous vous engagez à un moratoire aussi de vos futurs engagements, de manière non seulement à ne pas rompre le dialogue, mais aussi à donner les moyens de cette construction. Nous n'avons pas parlé, c'est peut-être un élément important, vous êtes, vous, collectivité, future ou maintenant, si vous pouvez m'écouter les candidats, ça m'arrangerait, je vais leur poser une question. Si vous êtes tous, je voulais vérifier votre attachement à la liberté de création. On a dit qu'il y avait un certain nombre de dérives aujourd'hui, on appelle ça censure, on appelle ça baisse de subventions, on appelle ça interventionnisme dans les programmations, qui sont relativement contrariantes
pour ce qu'on peut appeler la liberté de la création, qui nécessite tout de même une certaine liberté de programmation. Vous avez effectivement la responsabilité des politiques culturelles, mais est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes attaché, vous, à cette liberté de programmation et jusqu'où, avant de passer la parole à la salle? Mais je vous en prie, c'est une question importante. Oui, écoutez, deux réponses. La mienne, bon, les nordistes le savent, j'ai été maire de Douai pendant 31 ans. Je peux dire que tous les acteurs culturels peuvent dire que je n'ai été à aucun moment dans aucune ingérence, ni aucune censure, ni aucune même appréciation de quelque sorte que ce soit sur ce que produisait la scène nationale de Douai. Et M. Bertrand aussi. Non, attendez. Mais bien sûr, mais écoutez, attendez. Non, c'est une question. Bon, je ne vois pas pourquoi on dit ça. Xavier Bertrand m'a dit, puisqu'on en a parlé, que précisément, d'ailleurs, c'est l'article dont je parlais tout à l'heure sur les droits culturels. On dit les droits culturels, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, la fameuse convention dont on parle, c'est la protection de la liberté d'expression des artistes. C'est la consécration de la liberté d'expression des artistes. Et les acteurs culturels... C'est non seulement, attendez, c'est non seulement ce en quoi Xavier Bertrand et moi-même avons foi, mais c'est même depuis le 7 août 2015, en France, inscrit dans la loi. Et des acteurs culturels, donc, qui les défendent. Pierre de Saint-Ignon ? Écoutez, oui, bien sûr que oui, on est attaché à cela. Et moi, d'une certaine manière, jusqu'au contrat, jusqu'à la discussion entre nous de ce qu'on veut faire ensemble. Et moi, je souhaite un contrat opposable. Et c'est pour ça que je souhaite qu'il soit pluriannuel. Et c'est pour ça que je souhaite que les marqueurs soient mis avant le premier tour. Tout simplement parce que, battu, ce contrat peut être déchiré. Élu, ce contrat, ce papier devient un contrat. Voilà. Et deuxièmement, dire pour l'anecdote qu'il y a 10 ans, j'ai fait voter au conseil municipal de Lille une délibération qui garantit la liberté associative et culturelle sans aucune intervention d'aucune sorte, à partir d'une subvention, quelle qu'elle soit, qui est fournie par la ville de Lille, et tout cela sous contrôle d'une commission totalement ouverte et maîtrisée par ceux qui en sont les auteurs. Donc, acte, vous poursuivrez si vous êtes élu. Bien sûr que c'est fondamental. Sandrine Rousseau ? Rapidement, mais quand j'ai dit qu'il y avait une convention triennale sur plusieurs années, pluriannuelle, quand je parle de 100% de financement, quand je parle de budget participatif, tout ça, je parle de liberté de création. Et donc, évidemment que les acteurs ont à prendre en main eux-mêmes une partie des décisions, aider les politiques dans leurs décisions publiques. C'est ce qu'on a fait vraiment dans la recherche, et ça marche extrêmement bien. Il y a vraiment beaucoup plus de richesse à la fin, parce que les acteurs s'y retrouvent beaucoup plus. Ils sont moins dans la contrainte, ils créent des choses qui leur va, et je pense que c'est profondément ce qu'il faut faire sur la culture également. Fabien Roussel, non mais... Peut-être depuis un que jour, je suis admiratrice Rousseau, de mais Pierre de pour l'instant, Saint-Ignon, c'est je perds tous mes Si on se moyens. marie, moi. tu peux prendre mon nom. Allez-y. Fabien Roussel, et après la parole à la salle. s'il vous Alors, plaît. sur la liberté de création, c'est déjà les deux mots, ils ne sont pas séparables. Mais je ne vais pas m'étendre, bien sûr. J'ai fait campagne en 2004 quand même avec une affiche réalisée par Charb qui était « Je vote communiste et je t'emmerde ». J'en ai pris plein la tête, et j'ai osé. Non, il n'y a pas de souci, bien sûr. J'ai un droit de réponse exceptionnel qui m'est demandé à la table, allez-y. S'il prend 10 secondes, c'est parfait. Non, simplement, je suis désolé, avec tout le respect que je dois à Sandrine Rousseau, de dire que ce que malheureusement elle a dit est doublement faux. C'est-à-dire que premièrement, c'est à ça que servent parfois les nouvelles technologies, il n'y a pas eu de subvention de la communauté d'agglomération du Douaisis. Il n'y a pas eu de subvention, j'ai le SMS écrit du président de la communauté, excusez-moi, il n'y a pas eu de subvention. Mais oui, mais attendez, on dit des choses, moi je crois qu'elles doivent être dites. Donc il n'y a pas eu de subvention de la communauté d'agglomération du Douaisis à Amazon, premièrement. Et deuxièmement, vous avez dit secondement, excusez-moi, qu'il n'y avait pas eu de subvention pour la nouvelle librairie indépendante qui s'est implantée à Douai au même moment. Il y a une subvention du conseil régional de 9 000 €. Oui, du conseil régional, mais pas de la communauté d'agglo. Et là-dessus, nos élus se sont opposés aux subventions sur Amazon, Madame mais Rousseau, peu importe. vous avez dit Prenons quelque un autre chose exemple qu'Amazon, de toute façon, il y en a d'autres. De toute façon, il y en a d'autres. D'accord, mais c'était fondamentalement inexact. Oui, je vous propose que le dialogue se poursuive de façon plus élargie, ça va apaiser un peu les mœurs à la table. Donc en fait, je vois que vous venez prêcher pour chacun sa paroisse, l'UMP, PS, communiste, etc. Je tiens à dire que je ne suis pas sympathisant FN, je vous le dis, voilà.
Vous avez commencé la conférence en disant on n'a pas voulu inviter le Front National ou les dirigeants ou les représentants du Front National. Avant, c'est dit, on a entendu parler de démocratie. Je vous ai entendu parler de peur du Front National, etc., de la montée de l'électorat du Front National qui représente apparemment aujourd'hui 25% dans ce pays, des votants. Donc si on part de ce principe-là et qu'on part du principe que dans la salle, tout le monde a voté, ça veut dire qu'il y a un quart de la salle qui vote Front National ici. C'est une statistique de base bidon, hein, mais voilà, si tout le monde a voté ici, il y a un quart des votants qui a voté Front National. Démocratiquement parlant, franchement, là vous faites toute votre publicité pour vos élections, etc., régionales. J'ai entendu les propositions, c'est super. Hein. Franchement, ça donne du courage, de l'espoir. Bon, maintenant, ça ne reste que des mots. Je rejoins le communiste quand même, où j'étais assez d'accord avec lui quand il dit que le problème aujourd'hui en France, c'est pas le Front National, hein, c'est l'illettrisme, c'est les manques de moyens qu'on donne à la culture, à l'éducation, c'est les budgets qu'on fait monter à l'armée, etc. Bref, c'est pas le FN, pour ma part, et je suis d'accord avec lui. Donc moi, ma question, c'est la suivante, c'est quand est-ce que dans ce pays, dans la culture et les différents acteurs culturels qui sont ici, on va arrêter d'avoir cette peur viscérale et pouvoir discuter vraiment avec ces gens-là, finalement, même si on n'est pas d'accord avec eux, hein, on a le droit d'avoir des opinions différentes, sans pour autant les ostraciser. Parce que là, ça fait quand même 25% de la population française qui vote, sur lesquels on pisse, en fait, et qu'on n'écoute pas. Donc finalement, comment on va exorciser cette peur qu'on a du FN si on n'en discute pas et s'il n'y a pas de représentants qui viennent nous expliquer leur programme? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Là, vous faites, comme je dis, vous faites votre publicité là, pour voilà, Xavier Bertrand, le PS, etc. etc. Mais comment nous, on peut être au courant du programme du Front National qui est susceptible de passer dans la région, peut-être, hein? Comment nous, on va être au courant de ce qu'ils nous proposent et à qui on va avoir affaire, nous, les acteurs culturels de cette région? Je pense qu'ils vont très vite rédiger un programme. Vous pensez? Moi, ça vous engage que vous, ça n'engage que vous, ce Oui, que vous tout à pensez. fait. Enfin, moi, je pose une question. J'espère qu'ils vont diffuser leur programme. Voilà, comment pouvons-nous nous mettre au courant, discuter sur les divers points de différence qu'on peut avoir avec ce parti politique avec lequel on est d'accord ou pas? Moi, je vous dis, je ne suis pas sympathisant. Je défends juste un point de vue qui m'est personnel et je pose la question aux politiciens qui sont là. Comment ils peuvent accepter ce débat dit démocratique sans avoir une partie des représentants de cette population française qui habite en France et voilà, qui vit ici? Voilà ma question. Merci. Bon, c'est un point de vue, je pense, plus qu'une question, mais elle a été posée. Voilà, je crois que... Juste préciser que c'est pas nous qui avons fait les invitations, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va pas répondre à la place du FN. Moi, je peux juste vous dire qu'au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, auquel je suis élue, et Pierre de Saint-Ignon dira sans doute la même chose, il y a des élus FN, pour ne pas le nommer, Éric Dilly, qui par exemple parle d'art dégénéré quand il parle d'art contemporain. Voilà, et que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été invités. C'est peut-être précisément parce que on n'avait pas... Enfin, je peux pas parler à la place des organisateurs, mais peut-être qu'il y a un tel... ça a été dit en commission plénière, c'est enregistré, tout ce que vous voulez, quoi. Oui, et qu'évidemment, la question est complexe, mais voilà, c'est ainsi. Oui. Pardon. Je vais répondre au nom, ou je vais essayer de répondre au nom du CRAC, du collectif régional Art et Culture, puisque c'est nous qui avons lancé l'invitation. Et que je pense justement que la décision qu'on a prise de ne pas inviter le Front National, encore une fois, je parle pour une décision, c'est une décision qui a été prise par l'ensemble des acteurs du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie et qui a donné lieu à des débats très, très, très longs, très complexes, dans lesquels chacun a pu s'exprimer et la majorité a décidé que l'invitation ne serait pas donnée au Front National. Par ailleurs, je pense que le programme du Front National, comme tous les programmes, vont être publiés pour l'ensemble de la population. Donc juste sur l'histoire de la peur, je pense justement que notre décision, elle relève d'un refus de la peur ou d'un refus de se dire oh là là, cette élection va arriver, le Front National va passer, etc. Elle relève d'une décision qui est simple, qui est de dire le Front National défend des idées ou porte des idées, et pas seulement sur le plan de la politique culturelle, sur le plan de la politique qu'ils veulent mener pour le pays. Voilà, que nous ne partageons pas. Ah bah, j'ai pas à vous dire quel point de vue je partage. La question, c'est de... Il y a peut-être d'autres questions, je me dis.
Donc simplement, je vous dis que nous avons pris une décision qui est une décision affirmative, qui n'est pas qui est de dire il y a des points sur lesquels, avec le Front National, il y a un écart qui est incomblable. Voilà, une contradiction très forte. Et on ne souhaite pas, voilà, on n'est pas un organisme, en l'occurrence, on a souhaité poser des questions aux candidats de ces 4. Voilà, ce qui n'empêche pas de poser des questions. Je pense que si on pouvait éviter de faire peut-être la demi-heure, je vois qu'il y a quelqu'un a levé la main au milieu. Allez-y, monsieur. Ma question est totalement différente. Je m'appelle Jacques Darras, je suis écrivain. Comme mon nom, vous pouvez l'entendre, je suis déjà la fusion entre le Nord et la Picardie. Par ailleurs, je travaille depuis 15 ans à peu près avec Jacques Bonafé, que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Nous faisons des lectures ensemble. Donc voilà pour la légitimité en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé le livre blanc, les 2 premiers points qui me paraissent effectivement intéressants, et je suis très heureux que les représentants politiques ici présents soient d'accord sur le respect de ces premiers points, de ces points, à savoir le moratoire dans un premier temps. Je crois que c'est très important, effectivement, de ne pas avoir peur, en quelque sorte, de ne pas se précipiter, de prendre son temps, parce que ça n'est pas rien de rassembler 2 régions qui sont aussi voisines et aussi différentes dans leur structure. Je crois que c'est quand même la première chose qu'il faut dire. Moi, j'y suis très sensible, car j'ai un pied dans le Nord et un pied en Picardie depuis ma naissance, quasiment. Et le deuxième point, qu'il y ait une concertation plus ou moins différente, plus ou moins ressemblante selon les partis politiques. Ça, c'est très positif, me semble-t-il, dans cette soirée. J'ai été très content qu'on aborde la fameuse loi NOTRe, parce que finalement, les idées générales, nous sommes pratiquement tous d'accord dessus. La liberté, nous sommes tous d'accord dessus, du moins ceux qui sont dans cette salle. Mais techniquement, pratiquement, la compétence, je vais vous poser un point très concret, très particulier. Je fais partie du CR2L, c'est-à-dire la livre et la lecture. En Picardie, il existe depuis 10-15 ans, Thierry Ducret l'a très bien présenté, il fonctionne à merveille. Il fonctionne dans une fédération parfaite des écrivains, des auteurs, des bibliothèques, des éditeurs et aussi du rectorat. C'est quelque chose que je ne vois pas facilement, sous prétexte qu'il y aurait une fusion, être défait, être détricoté, être en quelque sorte fusionné ou englobé. Alors, et d'ailleurs, je pense qu'il serait beaucoup plus intelligent, et c'est à mon avis applicable pour d'autres domaines, pour d'autres thèmes, est-ce qu'il ne faudrait pas garder les structures qui fonctionnent, et ce qui n'interdirait pas qu'il y ait des ponts, qu'il y ait des projets communs intéressants qui soient discutés entre les 2 régions, mais plutôt que de se hâter, de se précipiter. Je ne sais pas ce qu'en pensent les représentants politiques. Moi, je trouve qu'il serait bon de faire confiance à ce qui fonctionne déjà très bien. Car pour la lecture, et je termine là, vous comprenez bien que c'est un travail de proximité. C'est un travail au contact des collèges, au contact des lycées, au contact des gosses, des enfants. Et alors, on ne va quand même pas détricoter ce qui fonctionne bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Ah, c'est une question qu'on aurait pu transposer au FRAC, d'ailleurs, oui, qui sont des entités qui sont très dépendantes des conseils régionaux. Donc, est-ce que qui dit fusion dit dissolution dans quelque chose d'un peu plus gros? Est-ce que vous pouvez répondre à monsieur qui Je dirais juste une chose, c'est qu'il faut être un peu plus ambitieux. Je pense que ce qui fonctionne, il faut le développer, le nourrir d'autres secteurs, d'autres territoires, d'autres bassins de vie. Il faut s'appuyer sur ce qui va bien et ce qui marche. Et il y a de très bonnes choses en Picardie qui ne sont pas faites en Nord-Pas-de-Calais, qu'il faudra prendre et mettre en Nord-Pas-de-Calais. Voilà.
en Picardie, les transports sont gratuits pour les étudiants. Écoutez, il faudrait peut-être faire, pour les étudiants boursiers, il faudrait peut-être faire la même chose en Nord-Pas-de-Calais, par exemple. C'est fait. Pareil pour la culture. Monsieur Vernier voulait répondre. Non, c'est quelque chose c'est un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'est que quand même on est dans un univers budgétaire contraint. Bon, tous les candidats ici présents s'engagent à maintenir le budget de la culture. Il n'empêche qu'on est dans un univers budgétaire contraint. Et que je crois qu'il faudrait, dans le fameux dialogue, et gentiment, qu'on voit quand même, ne serait que pour en faire plus ici ou là, s'il y a des économies possibles. Moi, ce que je crois, et c'est en lien avec la fusion dont vous parliez pour les 2 centres régionaux du livre et la lecture, bon, fusionner, pas fusionner, il faut voir si c'est possible. Moi, je crois que quand c'est possible, astucieusement et d'un commun accord, de fusionner quelques organisations, ça peut faire... Alors, je ne vais pas employer le mot économie d'échelle, parce que j'ai entendu tout à l'heure que c'était un mot, comment dirais-je, banni, mais je vais vous donner un exemple. Au fond, il y a 3 jours, la scène nationale, l'hippodrome de Douai et le théâtre conventionné d'Arras viennent de fusionner pour former d'ailleurs le tandem. Et le ministère de la Culture vient d'accorder à cette fusion le label scène nationale, donc une scène nationale qui couvre maintenant 600 000 habitants. Je veux dire, à un moment même où tant la scène nationale de Douai que le théâtre d'Arras, quand même, étaient là, le couteau sous la gorge parce qu'il manquait des crédits ici, il manquait des crédits là, ou simplement il n'en avait pas plus que l'an dernier, et qu'ils voyaient leur masse artistique fondre, et leur masse, au contraire, de dépenses de fonctionnement augmenter relativement, cette fusion va leur permettre, parce qu'il y a un directeur commun, parce qu'il y a une administratrice commune, parce que les frais informatiques maintenant sont fusionnés, parce que la billetterie est fusionnée, enfin, toutes sortes de choses qui vont préserver finalement le cœur du métier de cette nationale, qui est la dépense artistique. Donc, moi je crois que ça dépend des cas. On peut faire des fusions qui soient très intelligentes, très porteuses. En plus, le décloisonnement, je termine par ça, excusez-moi. Ouais. Non mais attendez, le décloisonnement de 2 organismes qui étaient non pas seulement dans le même arrondissement du Nord, mais même de part et d'autre de la fameuse frontière entre le Nord et le Pas-de-Calais, parce qu'il y a une frontière peut-être entre le Nord, Pas-de-Calais et la Picardie, mais il y en a aussi, chacun le sait, entre le Nord et le Pas-de-Calais. Donc ça décloisonne, et c'est porteur de temps en temps, les fusions, à condition qu'elles soient préparées et consensuelles. Oui, même si on sait que toutes les fusions ne sont pas forcément porteuses d'économie et que les fusions ne sont pas non plus des garanties d'équité du territoire. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Ça peut être une piste. Ok. Oui, vous vouliez répondre? Mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait aussi des paroles de la salle, mais allez-y peut-être. Juste un principe, c'est que c'est pas aux acteurs de payer la fusion, enfin c'est pas aux acteurs d'être déstabilisés par la fusion. Précisément, cette fusion, elle n'est pas facile à faire, et c'est surtout pas aux acteurs de la payer. Et donc il faudra qu'on préserve tout ce qui fonctionne, pour une raison simple, c'est que sinon on se retrouve ici dans 6 ans et qu'on se posera même plus la question du FN parce qu'il passera au premier tour, je vais vous dire tranquillement. Juste Très d'un rapidement, mot, oui. la fusion, dans les 10 ans qui viennent, ne produira aucune économie. Elle engagera même des dépenses supplémentaires. Il faut se le dire très clairement. 2, les budgets sont contraints, raison de plus pour faire des choix. Et raison de plus pour les affirmer clairement au bon moment. 3, je ne crois pas à la fusion qui est une fusion qui accolerait 2 régions. Dit autrement, ceux qui ont beaucoup gardent ce qu'ils ont à côté de ceux qui ont moins, qui gardent aussi ce qu'ils ont. On a un exemple, la lecture. Eh bien, c'est le bon exemple, puisque vous l'avez pris comme étant une feuille de route. On a un deuxième exemple, c'est le transport. C'est vrai qu'il y a la gratuité dans nos 2 régions, cher Fabien, mais en même temps, le transport est très inégalitaire entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes beaucoup mieux dotés dans le Nord-Pas-de-Calais par nos TER accélérés en TGV que la Picardie. Est-ce qu'on peut passer tout un mandat ou 2 mandats côte à côte avec ceux qui sont pauvres sur le transport et ceux qui sont riches sur le transport? Non, il faut mêler ça dès le 1er janvier prochain. Donc, cette région n'a de sens que dans la mesure où c'est la somme des valeurs ajoutées. Nouveau périmètre, nouveau territoire, nouveau courage.
Et ce rendez-vous, c'est en 2016, c'est pas en 2017-18. Là, les choses se seront réinstallées et probablement pour longtemps. Oui, on retourne dans la salle, si vous voulez bien, monsieur. Oui, bonjour. Herman Lugan, je suis directeur adjoint du Phénix à Valenciennes. Je voudrais juste vous parler 2 minutes, c'est une de mes marottes, mais je voudrais vous parler de l'Europe parce que les régions gèrent des programmes opérationnels du FEDER en particulier. Et ces programmes, dans une région qui est frontalière, ont été très importants ces dernières années. C'est-à-dire que le budget de la culture n'est pas de 55 millions d'euros, mais ces dernières années étaient bien supérieures à cela parce que nous, acteurs culturels, avons bénéficié de ces financements. C'est les nouveaux programmes opérationnels qui sont sortis, le programme Interreg 5 par exemple, ont fait l'objet donc de réorientation. Des priorités ont été choisies par la région, je parle de la région que je connais, la région Nord-Pas-de-Calais, qui ne font pas apparaître clairement la culture parmi ces priorités. Cela étant dit, il y a des régions qui ont fait des choix différents. Il y a aussi des potentialités dans les choix qui ont été faits d'interprétation. Les résultats du premier appel à projet Interreg 5 font apparaître clairement que tous les projets portés par des acteurs culturels, à quelques exceptions près, n'ont pas été retenus. On a un peu du mal pour l'instant à comprendre les raisons. Et la question est donc, est-ce que vous, candidats, pouvez vous engager, au nom du soutien que vous affirmez à la culture, de revoir demain, sur les prochains appels à projets qui vont avoir lieu, cette interprétation, parce que, je cite cet exemple, mais un certain nombre de secteurs de la culture aujourd'hui font partie des plans stratégiques, par exemple de la région Nord-Pas-de-Calais, pour l'innovation, etc. Il y a tout à fait la possibilité de faire cette jonction entre ces plans stratégiques et les priorités du plan Interreg 5, mais aujourd'hui, on n'en voit pas les effets. Donc, ma question est simple. Est-ce que demain, vous êtes en mesure aujourd'hui d'affirmer que vous serez attentif à ce que les projets portés par les acteurs culturels soient retenus dans ces programmes? Merci. Qui souhaite répondre? C'est une vraie question, donc qui appelle réponse. Oui, Sandrine Rousseau. Je vais être très claire avec vous. Je pense que les projets européens et les fonds FEDER sont beaucoup trop utilisés dans nos 2 régions sur de grosses infrastructures et pas assez sur du soutien en fonctionnement et sur du soutien à un tissu, à de la coopération, à des réseaux. Ça, c'est une bataille que l'on mène. Voilà, chacun dans sa compétence. Je pense aussi que les fonds européens sont des fonds qui sont bien trop compliqués à gérer pour de petites infrastructures ou de petites institutions culturelles. Et donc, on a 2 batailles à mener. Le premier, c'est de dire on arrête les espèces de grands projets à coût de millions d'investissements, mais on fait du fonctionnement, on fait de l'animation de réseau, on soutient les projets. Et la deuxième chose, c'est qu'on simplifie les procédures. Et je pense réellement qu'on n'a pas utilisé tous les leviers qui étaient à notre disposition dans le rapport de force vis-à-vis de l'Europe pour simplifier ces procédures. Oui, très, très rapidement peut-être. Oui, juste construire une maquette budgétaire, c'est prendre en considération tous les éléments de recettes qui sont susceptibles de venir sur la région. J'ai parlé des 55 millions, c'est la base régionale. Mais naturellement, si ces 55 millions ne font pas effet levier, à la fois sur l'Europe, sur l'État et sur l'ensemble des collectivités locales, mais pas simplement, sur l'ensemble des champs qui sont liés aux branches professionnelles, alors je pense que nous ne pourrons pas financer nos engagements. Alors, on ne peut pas lire les fonds structurels sur lesquels, il faut le reconnaître, dans notre région, alors je n'ai pas la connaissance exacte picarde sur le management des fonds structurels, mais dans notre région, il y a notamment un vice-président qui gère ça dans l'excellence sur les fonds structurels européens avec une énorme compétence. Mais ils ne sont pas dissociables du contrat de plan État-région et de ce qu'on met dedans. Et donc, c'est l'activation du contrat de plan État-région, des fonds structurels et des fonds de base qui font effet levier qui permettront de construire les maquettes budgétaires, en particulier sur la culture, puisque nous parlons ce soir de la culture, mais c'est vrai sur les infrastructures de transport ou sur l'économie sociale et solidaire, pour ne prendre que 3 exemples. Fabien Roussel, puis Jacques Vernier. Je pense que quand je dis qu'une région de 6 millions d'habitants, c'est de la taille d'un pays et qu'on va avoir les moyens de se faire respecter, c'est de se faire respecter de Paris comme de la Commission européenne, parce que ces fonds européens sont aussi en baisse.
tout comme d'ailleurs les fonds d'État, j'ai parlé des dotations, mais c'est pareil dans les contrats de plan État-région. Et donc il y a une bagarre à mener pour que notre grande région puisse bénéficier des fonds européens à la hauteur des besoins et notamment des rattrapages à faire, et notamment dans le domaine culturel, quand on dit qu'il faut se battre, on en a parlé, il faut se battre contre l'illettrisme, eh bien on a besoin peut-être dans notre région de plus de fonds et de plus d'aides que d'autres régions. Je viens moi d'un arrondissement qui est le Valenciennois, où le taux de chômage est de 17%, et pourtant l'Europe nous a dit que ça allait mieux chez nous, et ils ont baissé globalement les aides européennes pour le Valenciennois. D'abord, Jacques Vernier, une question là. Non, simplement, là, je répondrai plutôt en tant que membre de la commission Europe du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. En fait, bon, c'est vrai que les crédits européens ont un peu baissé. L'élargissement de l'Europe fait que c'est vrai qu'un certain nombre de crédits vont vers les pays d'Europe centrale, voilà, et un peu moins peut-être dans les pays dans la partie occidentale. Il reste quand même, on se le disait en aparté avec Pierre de Saint-Aignan, il reste quand même 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros de fonds européens pour les 6 ans à venir. Et alors, dernière chose, Interreg 5, c'est, si je ne me trompe, le programme France-Belgique, hein, c'est France-Belgique, France-Wallonie, Flandre occidentale. Le problème, c'est que le contenu de ces programmes interrégionaux font l'objet forcément d'une discussion entre les deux pays, puisqu'il y a 2 pays, et avec la Commission européenne, puisque c'est elle qui finance. Et à vrai dire, vous avez dit qu'il y avait des projets culturels, mais normalement, ces crédits sont recentrés sur d'autres thématiques. Vous avez eu raison de le souligner, malheureusement sur d'autres thématiques, la recherche, l'innovation, la santé, l'environnement, etc. Et c'est vrai que le resserrage un petit peu des crédits a fait que certaines thématiques, dont la thématique culturelle, en tout cas dans Interreg 5, a disparu. Beaucoup de questions encore, très peu de temps. Excusez-moi, je voudrais répondre tout de suite. Gilles Defac du Prato, Théâtre international de quartier, Pôle national des arts du cirque. Je suis moi-même picard d'origine et on est à Lille depuis 40 ans. Je suis assez choqué par ce que vous venez de dire à l'instant et choqué aussi par ce qui a été dit par Mme Rousseau sur l'usage des fonds européens. Nous, au Prato, pendant 12 ans, on a travaillé avec Tournai en faisant un boulot formidable de relations sur le cirque, à la fois pas seulement de la programmation, de la sensibilisation et tout. Et maintenant, avec les nouveaux textes du Fonds FEDER, de l'Interreg 5, on constate une chose, et je pensais que ce soir, on nous avait dit que la culture était importante, était votre préoccupation première. On a vu dans les textes qu'il ne restait plus que l'adjectif culturel autour de patrimoine. Et c'est pas du tout comme vous venez de l'expliquer pour des raisons de recentrage et tout ça. Et on a vraiment même l'impression que vous ne savez pas vraiment les uns les autres, parfois d'ailleurs, ce qu'on fait, ce qu'on bosse depuis des années. Là, notre dernier projet Interreg a été retoqué et c'est une catastrophe pour nous, car comme l'a dit Herman Lugan juste avant, c'était quelque chose de hyper important pour une structure comme la nôtre, de ces moyens de l'Europe, et qui par ailleurs vont dans le sens de la relation à l'autre, du partage, agis dans ton lieu, pense avec le monde, Édouard Glissant. Pendant que j'ai la parole, j'en profite pour dire une chose, moi j'ai pas peur, oui très rapide, c'est très simple, on a une langue commune, Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, c'est une langue, il ne faut pas l'oublier, c'est le picard. Et il y a une chose qui m'étonne, que je n'ai pas entendue ce soir, et c'est pour ça qu'on vous a invité, le CRAC, le collectif, c'est que j'entends pas bien l'histoire de la fusion Arras et Douai. Alors là, allons-y, nous, le pôle national des arts du cirque d'Amiens, puis le pôle de Lille, on n'a qu'à en faire 15, ça fera des économies. Moi, je suis consterné, là. Il y a un truc que j'entends pas quelque chose qui ne marche pas depuis des années, parce qu'on a dit tout ce qui marchait, on a dit ce qu'on désirait et tout, mais on voit bien que dans le livre blanc, on voit aussi quelque chose qui ne va pas de l'un à l'autre. On devrait se servir des canaux et des péniches, d'ailleurs, pour aller de l'un à l'autre. Nous, on a dû fonder le festival de Boken pour jouer dans la Somme, etc. C'est-à-dire que ce qui me manque, c'est que je ne saisis pas très bien comment on va travailler ensemble. Et l'immense poète, M. Darras, l'a dit tout à l'heure, il a posé des vraies questions. Je ne vois pas très bien, j'entends dire que je sais comment dire, on ajoute, je ne saisis pas très bien. Moi, ce qui m'intéresserait d'entendre, c'est la passion commune qui nous fait que ça va être une région nouvelle. Il y a un poème nouveau, comment ça va vivre tout ça? Pour ma part, je suis assez surpris de la remarque de Gilles Defac, parce que s'il y a une chose que j'ai fait depuis le début, c'est d'expliquer comment nous pourrions travailler ensemble sur la base de contrats, sur la base d'une vision partagée, sur la base d'engagements communs, sur la base de la co-construction d'une feuille de route. Alors, si vous n'avez pas compris que j'ai dit ça depuis le début, alors c'est que je me suis extrêmement mal exprimé. Juste une petite réponse.
Je ne sais pas si tout le monde vous entend, mais... Le micro arrive là. Allez-y, attendez le micro, c'est compliqué. Oui, je me présente, Robert Benoît, Picard Théâtre, directeur du Picard Théâtre. Oui, pour l'aide à la création, en Picardie, pour obtenir cette aide à la création sur 2016 qu'on devait obtenir, les compagnies ont été contraintes de déposer les projets sur 2015 et passer par une commission d'experts. Donc la commission d'experts a rendu un avis favorable à certaines compagnies et maintenant il faut que ce soit les élus qui se prononcent. Mais juridiquement, le Conseil régional de Picardie ne peut pas le faire. Donc il faut maintenant que les élus qui vont se réunir en 2016, est-ce que les nouveaux élus vont respecter la parole des experts, l'avis favorable des experts, ce qui se fait d'abord traditionnellement. Les élus donnent toujours quitus à la commission des experts. Voilà, juste pour savoir ça, s'ils respecteront leur parole. On peut le faire avant la fin du mandat. Hein. Nous, on a une commission en Nord-Pas-de-Calais sur l'attribution des fonds européens avant la fin du mandat, et c'est tout à fait possible de le faire, et sur la base d'experts, et avec un engagement pluriannuel. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème juridique à le faire maintenant. Sur les fonds FEDER, je ne vois pas tellement en quoi c'est opposé à ce que vous avez dit, monsieur, puisque oui, les interrègles, vous les avez utilisés, et c'est parfait. Je vous dis juste que sur les fonds FEDER, on a un trop grand prisme sur l'investissement à coût de millions et de dizaines de millions d'euros sur des infrastructures, et pas assez sur le fonctionnement de réseaux et de projets, et donc je pense qu'on se rejoint. Moi je voulais juste intervenir au niveau, donc je suis Cherka Abdeslam, le président du centre culturel Jacques Tati. Deux questions concernant les centres culturels. Ah, oui. Les centres culturels, loi 1901. Je ne parle pas de ceux qui sont régis par la métropole. Je voudrais poser la question aux 4 candidats. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous proposez pour ces centres qui vivent en tant qu'association? Moi, je suis arrivé en tant que président en 2008. Jusqu'à présent, on est en 2016 bientôt, je n'ai pas eu un centime de plus par rapport à la subvention qui était allouée depuis un certain temps. Je passe la chose. Hein. Je veux tout simplement dire qu'on a essayé de travailler avec toutes les compagnies locaux, nationaux, régionaux et même internationaux à budget constant. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce sujet-là? Deuxième point, j'avais parlé tout à l'heure de travail avec les établissements scolaires, les établissements de proximité, tout ça. On fait ce travail en permanence. On est dans le quartier et jusqu'à la dernière minute, hier, avec quelques personnalités ici, on a fait une exposition, on avait 150 personnes de la culture. Et voilà, nous travaillons sur des quartiers prioritaires et j'aimerais bien savoir quels sont les moyens que vous allez donner à ces structures loi 1901 gérées par des bénévoles comme moi et tout mon conseil d'administration que je remercie de m'accompagner dans cette aventure depuis maintenant 9 ans. Merci. C'est un peu compliqué de répondre à des cas très très particuliers. Je ne sais pas si... Parce que là, on n'a pas assez de la nuit. Là. Comme ça me permet aussi de revenir sur ce que disait Gilles Defac. Mais la co-construction, même la co-construction, c'est très beau. Mais si c'est à budget constant, si c'est avec les mêmes moyens, si c'est sur la base d'un moratoire, on va gérer la pénurie. Il faut se le dire quand même. Si on se dit que la culture est en danger, on va pas... là, il faut être plus ambitieux que de demander un moratoire sur les budgets. Ce qui va se passer demain, c'est que, allez, admettons que la région fasse le moratoire sur le budget culture, mais qui sait s'il n'y aura pas des accords pour que ce soit les départements qui baissent tous leur budget culture en disant c'est la région qui va prendre. Et au final, on va perdre. Je me mets dedans quand je dis on. Enfin, c'est pas, il faut qu'on se batte sur une politique culturelle pour notre région qui intègre toutes les collectivités, tous les acteurs, qu'on mette la pression sur l'État parce que la DRAC s'est désengagée de beaucoup de choses et qu'on mette la région sur l'Europe parce que l'Europe ne doit pas baisser ses moyens à notre région. On doit être ambitieux. On nous marie le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, c'est 6 millions d'habitants, c'est une force, battons-nous. Et là, on pourra travailler ensemble pour savoir
comment on attribue, à qui on attribue, quelle politique on mène. Et la politique culturelle, vous l'avez écrite, elle est là. On sait vers où aller. Battons-nous pour les moyens. C'est ça c'est à ce niveau-là qu'on doit mettre la barre, le niveau d'ambition. Et ce monsieur qui pose la question des associations culturelles, c'est ce que je posais tout à l'heure, pour les villages et les petites villes, mais c'est pareil pour les associations de quartier. Elles sont aujourd'hui en souffrance. On leur serre le kiki ou on leur baisse leur subvention. Et on leur demande de toujours faire plus parce que c'est la cohésion sociale, c'est le mieux vivre ensemble. Mais enfin, au bout d'un moment, c'est plus possible. On va plus y arriver, ça va exploser. C'est pour ça que le niveau d'ambition doit être beaucoup plus élevé. On est une grande région, on a de la fierté, on a une langue, et on a tout ce qu'on a ici pour briller. Donc soyons plus ambitieux qu'un moratoire. Je vous le dis franchement, le moratoire, c'est défensif. Moi, je l'avais écrit comme ça. Il faut être beaucoup plus élevé. Et pas s'adresser aux candidats en disant « engagez-vous », c'est adressez-vous aux partis politiques qui sont dans toutes les collectivités et demandez-leur à eux de s'engager. Et demandez-leur à eux, dans un mois, lors du vote du budget de la nation, de ne pas voter les baisses de dotation aux collectivités. C'est un acte fort. Il y a encore 3,7 milliards d'euros d'inscrits dans le budget de baisse de dotation aux collectivités. Demandez-leur de ne pas voter ces baisses de dotation. C'est le premier acte à prendre pour maintenir un niveau d'investissement public important, et ce sera important pour la culture. Ambition, ça va être le mot de la fin. Je partage. Non, un mot pour dire, sur la dernière phrase de Fabien Roussel, je suis évidemment d'accord. Les prélèvements par l'État sont scandaleux. Dire la chose suivante, le moratoire, c'est naturellement la question qui est posée par tous les acteurs culturels par rapport à ce qui va se passer en janvier 2016. Et c'est bien le minimum. Et c'est bien le minimum qu'on s'engage là-dessus. Moi, pour ma part, la co-construction d'un projet n'a rien à voir avec ce moratoire qui est minimum, qui est réponse donnée parce que nous sommes à cheval sur 2 exercices et que nous devons apporter des assurances au monde culturel et en particulier aux associations. Je dis que dans ma région, aucune association, du point de vue du conseil régional, n'a eu sa subvention baissée dans les dernières années. Aucune. 0. Et donc, je crois que c'est très important que ce soit bien compris. Et nous avons une responsabilité, c'est de construire, première année de l'exercice, une politique régionale Nord-Pas-de-Calais et Picardie qui soit ambitieuse. Voilà, c'est cela que je faut vous propose. Arrêter maintenant ce débat. Merci à vous tous. Non. On m'a passé le micro 3 fois on me l'a retiré, excusez-moi. C'est parce qu'on m'a dit d'arrêter. C'est gênant, hein. Non, il y a un moment. Donc Frédéric Torel, j'ai été chargé de la culture pendant 3 mandats ici. J'aimerais bien qu'il y ait un petit vent d'optimisme quand même qu'il souffle, et de faire apparaître qu'en fin de compte, dans ce nouveau territoire, il y a peut-être une nouvelle force culturelle qui peut se lever. Et après tout, la culture est peut-être bien, je dirais, la potion magique de demain. Vous avez évoqué assez souvent l'illettrisme. Alors il y a un illettrisme visible, c'est celui qui ne sait pas lire et qui n'arrive pas à écrire. Mais illettrisme derrière, ça veut dire quoi? Je ne connais pas. Ce que je ne connais pas me semble étrange. Ce qui m'est étrange me devient étranger. Ce qui devient étranger, je le rejette et je me rejette. Donc là, on a peut-être le libre d'abstention d'un côté, et puis de celui qui rage de ne pas savoir, éventuellement d'aller voter à l'extrême. Donc il y a un illettrisme citoyen, un illettrisme démocratique qui peut faire à ce moment-là la force de l'action culturelle. Au plus près des gens, au plus près du village, au plus près de chacun. Et à ce moment-là, je pense que si on prend conscience de cette force culturelle nouvelle dans un champ territorial nouveau. Nous avons le cadre maintenant, il y a une toile. Cette toile-là, si on peut la peindre, je dirais des couleurs de l'arc-en-ciel plutôt que bleu marine, je pense qu'à ce moment-là, on aura gagné. La culture est une force qui doit se découvrir aujourd'hui dans un nouveau schéma. Et le schéma va passer vraisemblablement par des collaborations, des coopérations avec l'ensemble des villes, avec l'ensemble des secteurs, scène actuelle avec scène actuelle, celle de musique actuelle avec scène de musique actuelle, bibliothèque ensemble, musée pour les échanges et la création qui va être à soutenir. On va pouvoir s'appuyer sur l'histoire passée. Je dis souvent le Picard n'a plus qu'à repartir à la conquête de son histoire qui se passe dans le Nord et pour le Nord de repartir à la conquête de son histoire qui est ici. Unité, fraternité, travailler ensemble, vivre ensemble, c'est tout le rôle de la culture. Elle devient quasiment essentielle dans le nouveau territoire. Essentielle dans le nouveau territoire. Il y a donc là une possibilité, un boulevard inouï qui peut faire que l'acteur culturel peut se montrer comme étant indispensable, incontournable dans le nouveau schéma territorial. Merci, monsieur.
Voilà, juste quelques mots pour finir et pour conclure, parce que ça fait 2h30 qu'on est là et qu'on sent que ça commence à fatiguer. D'abord, pour rassurer M. Roussel et l'ensemble des autres candidats, il y avait bien plusieurs propositions dans ce qu'on a demandé. Il y avait bien le moratoire pour 2016 pour être bien sûr qu'on ne coupe pas le kiki, comme il nous a dit. Mais il y avait aussi le dernier point que j'ai dit moi-même, c'était bien un grand plan ambitieux de développement des financements de la culture à la hauteur de ce qui a été demandé, notamment par les conseils économiques et sociaux. Donc il y a bien les 2 points qui ont été demandés, je vous rassure. La deuxième chose que je voulais vous dire pour conclure, c'est que ce livre blanc, à la fois pour nous, c'est la fin d'un travail qu'on a mené depuis 1 an et de travail entre nous, mais c'est aussi le début d'un autre travail qu'on va faire ensemble, parce que ça veut dire qu'on est extrêmement mobilisés, vous l'avez vu, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Picardie. On va être mobilisés maintenant pendant toute la campagne avec notre livre blanc pour aller voir l'ensemble des candidats, pas seulement les têtes de file, mais aussi l'ensemble des candidats, et pour être à l'écoute des propositions qui vont sortir, pas seulement celles qu'on nous a fait ce soir, et pourquoi pas nous positionner s'il y a des choses qu'on trouve vraiment pas intéressantes ou contre-productives par rapport à ce qu'on propose. Donc on va rester extrêmement mobilisés ici pendant toute la campagne, tous les acteurs culturels, qui sont bien mobilisés aussi, et de manière à être actifs, et à être actifs dès le mois de janvier, et on se réunira à ce moment-là, et par secteur et au sein du collectif, de manière à répondre à la proposition de co-construction qui nous sera faite. Et on sera présent, et je vous invite surtout à laisser vos noms, adresses et mails pour que vous puissiez être mobilisés. Je vous rappelle qu'à la sortie, il y aura le petit livre blanc que vous pourrez lire attentivement avec toutes nos propositions. Il y a une adresse mail. N'hésitez pas à renvoyer encore des propositions. Je le dis aux candidats qui n'hésitent pas non plus à nous envoyer leurs propositions et on vous dira ce qu'on en pense. De manière tout à fait franche. Voilà, et le mot de la fin à Christophe. Eh bien, les débats peuvent continuer entre nous à la sortie de cette salle, auprès du bar. Un pot vous attend. N'hésitez pas à prendre le livre. Prenez ce livre. Et puis encore, merci à toutes et à tous pour cette présence nombreuse à la Maison de la Culture d'Amiens.